Bonjour à toutes et à tous et merci d'être nombreux aujourd'hui pour cet événement particulier sur Titiri, sur le programme Titiri. Promouvoir la santé, c'est permettre aux personnes et aux groupes d'assurer un plus grand contrôle sur leur santé et d'améliorer leur santé. Et c'est un peu ce que nous faisons à Promotion Santé Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barthélemy, donc qui est anciennement IREPS, en formant les professionnels, en soutenant les politiques publiques de santé, en faisant de l'éducation pour la santé, on en fera un peu tout à l'heure, en développant des programmes et des projets auprès de différents publics, donc des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes sous main de justice, et en développant aussi différentes thématiques sur l'alimentation, l'activité physique, les addictions, le développement des compétences psychosociales pour permettre aux personnes et aux jeunes d'être acteurs de leur propre santé. On développe des programmes sur la chlordécone. Et l'objet de cette journée, de cette matinée, est précisément sur cette thématique-là. Donc, nous développons des programmes dans le cadre de la chlordécone, donc dans le cadre du programme JAFA et dans le cadre du programme Titiri. Ce matin, un programme très alléchant vous attend, concocté par mes brillantes collègues et mes brillants collègues. Nous allons joindre l'utile à l'agréable, en partageant des connaissances, en apprenant des choses, mais aussi en mangeant. Voilà, donc ça fait partie du programme. Je voulais finir ce court propos en remerciant nos différents partenaires donc, qui ont accepté de nous soutenir. L'agence de santé, évidemment, Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barthélemy, avec le plan chlordécone. Mes collègues, je l'ai dit tout à l'heure, du programme Santé Environnement, Axel, Aurélie, Téli, Aïna, Cassandra, voilà, elles sont toutes là. Un grand merci à nos invités, Marie-Laure Amélis, docteur Aïna Cancel, Madame Cousseau, Olivia Plaisant, Yemoja, et nos partenaires aussi, RCI et Mossotela qui sont là. En tout cas, ma collègue reviendra plus en détail là-dessus tout à l'heure. Je remercie également la nouvelle directrice qui prendra la suite de mon mandat, si je puis dire, prochainement, Nathalie, qui est là devant. Et je n'ai plus qu'à vous dire Titiri, pêche en nous, santé en nous, voilà. Et puis le reste, vous le trouverez sur titiri.gp. Je vous remercie. Merci. Alors voilà, merci Raoul. En quelques mots, je vais vous présenter l'événement. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'occasion d'échanger sans filtre, de façon conviviale. C'est aussi pour ça qu'on le fait autour d'une table, à table en famille. Et la question centrale, c'est comment faire pour maintenir notre alimentation locale, qui a tellement de vertus, et tout en préservant notre santé de la chlordécone. Alors, vous avez vu, il y a des caméras, c'est parce que tout ceci est filmé, va être rediffusé. Et puis, les propos pourront être ainsi utilisés pour de la sensibilisation massive sur nos réseaux sociaux. Voilà. Alors, bienvenue. C'est vrai qu'on parle beaucoup de chlordécone, en fait, mais comme un scandale sanitaire principalement. Et on a encore trop peu, je pense, d'informations sur ce que nous pouvons faire au quotidien au sein de nos familles. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cet événement aujourd'hui. Donc j'espère que cette discussion qu'on aura ensemble, discussion matinale, vous donnera quelques billes pour mieux comprendre les risques liés à cette molécule et pour appréhender les solutions pratiques dans votre alimentation quand vous êtes à table. C'est un événement qui est donc porté par le programme Titiri de promotion santé Guadeloupe, qu'on appelait auparavant IREPS, n'est-ce pas, il y a quelques mois.
Et les programmes Jaffa et Titiri, il faut le savoir, ce sont des programmes qui sont financés dans le cadre des plans chlordécone. Donc, si on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on a des financements qui sont là, en fait, pour trouver des solutions et pour remédier à cette problématique qui est la chlordécone dans notre environnement. Alors, vont échanger avec nous ce matin, tout d'abord, pour parler de santé globale, Dr Ayane Cancel, puis Marie-Laura Métis et Eurydice Cousseau. Je vais les laisser se présenter, ça va être plus efficace. Et bien sûr, nous faisons tout ce travail avec Yemoja, donc qui est mamantologue. C'est un métier que vous ne connaissiez peut-être pas, mais en fait, qui en tout cas est une personne que j'admire pour le travail qu'elle fait de sensibilisation, de proximité. Moi, je dis de médiation même, en tout cas, puisqu'elle traduit dans des mots simples des informations qui sont cruciales, puisqu'elle questionne aussi, et puis qu'elle accompagne les mamans dans leurs bobos du quotidien, dans tout ce qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas, mais qui fait partie de la maternité. Elle s'adresse aussi quelquefois au papa, bien sûr, puisque la parentalité, c'est important. Voilà, donc je lui passe la parole, et c'est elle qui va nous poser des questions ce matin. Merci, Yemoja. Eh bien, bonjour. Je vais rester assise là parce que ce sera ma place pour aujourd'hui, pour vous animer cette table ronde ce matin sur chlordécone, alimentation locale et santé. Axel a fait une très belle présentation de ce que c'est la mamantologue finalement qui prend soin de la maman, que ce soit sur le plan intérieur, et là on va parler de santé globale pour le coup, que ce soit sur le plan physique aussi, parce que parfois on pense à se faire belle, on pense au sport, on pense à la santé. Et donc aujourd'hui et depuis 4 ans maintenant, j'accompagne les mamans vers ce mieux-être dans leur maternité, dans leur parentalité plus largement. Et c'est avec plaisir vraiment que j'ai accepté la mission. Quelle grande mission que d'être ambassadrice aujourd'hui de cette matinée d'échange sur ce sujet de société qui nous importe énormément et qui a besoin d'éclaircissements pour mieux nous accompagner dans notre alimentation au quotidien, notamment pour nos petits à l'avenir. Et pour le faire aujourd'hui, je serai entourée de femmes principalement, Axel déjà à ma gauche et ensuite le docteur Ayane à ma droite. Et on va d'abord commencer par vous, docteur Ayane. Je pense que pour commencer, une petite présentation de qui vous êtes, quel est votre métier et comment est-ce que vous allez nous accompagner ce matin. Bonjour à tout le monde, merci de me laisser la parole, de me passer la parole. Donc, moi, je suis médecin de santé publique dans le service de gynécologie obstétrique du CHU de la Guadeloupe, mais j'ai plusieurs casquettes. Donc, je travaille aussi dans une équipe de recherche, une équipe INSERM qui est basée ici en Guadeloupe. C'est l'Institut de recherche santé, environnement et travail qui est basé à Rennes et nous avons une antenne ici à l'Université des Antilles. Donc là, principalement, je travaille sur le sujet autour de la chlordécone. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur le chlordécone et plus précisément sur l'étude Timoun, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Et sinon aussi, je m'occupe du réseau Périnat qui a changé de nom depuis 2 ans, qui s'appelle maintenant le dispositif spécifique régional en périnatalité. Mais le réseau périnatalité, ça parle peut-être plus à certains. Et voilà, je suis la coordonnatrice médicale. Parfait. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, docteur Ayane, qu'est-ce que la chlordécone, puisqu'on entend souvent parler de cette molécule, mais on ne sait pas exactement finalement ce que c'est. C'est vrai, on parle beaucoup de la chlordécone et à juste titre et surtout aux Antilles. Donc, tout d'abord, c'est une molécule qui n'existait pas à l'état naturel. Donc, la molécule a été synthétisée pour la première fois dans les années 50 aux États-Unis. C'est un insecticide qui est extrêmement puissant, qui marche très bien. Donc, il a été utilisé d'abord aux États-Unis, ensuite ça a été diffusé un peu dans le monde entier, mais surtout dans les plantations de bananes, donc dans les bananeraies. Et donc, c'est arrivé aux Antilles, donc en Guadeloupe et en Martinique dans les années 70, puisqu'il faut savoir, dans les années 70, les plantations de bananes, donc des bananeraies, ont subi des grands dégâts lors des tempêtes consécutives. Et en plus, il y avait le charançon de bananier qui faisait des grands dégâts. Donc, on cherchait vraiment un insecticide utile, efficace. Et le chlordécone, c'était un peu le Graal. Sachant que
les toutes premières études avaient déjà montré la toxicité. Et notamment, ça a vraiment été mis en évidence lors de l'accident dans une usine de production aux États-Unis, où les ouvriers ont été fortement exposés à la molécule. Et c'est là où on a vu vraiment la toxicité sur l'homme, puisque avant c'était juste au laboratoire quand on l'avait mis en évidence. Donc on avait vu que c'était neurotoxique, réprotoxique, donc ça agit sur les systèmes de la reproduction, et aussi que c'est cancérigène. Voilà, très bien. Alors, du coup, vous l'avez dit, on retrouve beaucoup, en tout cas, on a utilisé beaucoup ce pesticide dans les bananeraies. Et ma prochaine question sera pour Axel. Est-ce que finalement, on en retrouve également dans d'autres zones que les bananeraies en Guadeloupe? Alors, effectivement, on retrouve principalement la chlordécone dans les zones qui ont été plantées en bananes entre 1972 et 93. Donc, le croissant bananier, quand on se balade en Guadeloupe, on voit un petit peu, c'est de, on va dire, petits bourgs Goyave jusqu'à Vieux Habitants. Vous voyez sur la route nationale, pas mal de bananeraies. C'est qu'on est dans une zone où potentiellement, il peut y avoir de la chlordécone. Là, c'est pour les sols, puisque certaines de ces bananeraies sont devenues des lotissements. Le territoire change et la meilleure façon de savoir si on a de la chlordécone sur son terrain, on y reviendra, c'est de faire analyser son sol par le programme JAFA, et c'est gratuit, et c'est encore nous qui portons le programme JAFA. Donc, il n'y en a pas partout. Ceci dit, il peut y avoir eu des transports de terre. Donc concrètement, j'habite au Gosier, j'habite au Moule et je n'ai pas l'historique de mon terrain. Je sais qu'il y a eu de la construction. Des fois, il vaut mieux vérifier pour savoir si le camion qui a ramené de la terre n'a pas ramené une terre qui vient d'une bananeraie. Aussi, il faut se dire qu'il y a eu des usages détournés. Donc, vous connaissez le problème du produit miracle. Il est bon pour toute bite. Il peut y arriver que certains usages étaient, en fait, que l'usage principal de la chlordécone, qui était pour le charançon du bananier, ait été détourné et que la chlordécone ait été utilisée sur d'autres cultures. C'est très mineur, mais c'est un risque. Pour faire le point, on peut aller en ligne et regarder sur la carte Carugéo, en fait, qui permet de savoir un petit peu tout ce que je vous ai dit. Vous allez au plus proche de votre commune et vous voyez qu'est-ce qui est contaminé. Pour finir, je dirais que c'est une contamination qui, malheureusement, en fait, quand vous mettez la chlordécone, elle était mise au sol, au pied du bananier, elle était épandue. C'est une molécule qui est très persistante. Elle rentre dans le sol par infiltration. Elle se retrouve dans la nappe phréatique. Et elle se retrouve dans l'eau de source, elle se retrouve dans les rivières, elle se retrouve aussi sur les côtes à proximité de ces bananeraies. C'est pour ça que vous avez une zone d'interdiction de pêche qui part de la pointe de la Verdure, tout près de chez nous, ici, jusqu'à Vieux Habitants. Parce que par la nappe phréatique, elle arrive dans l'eau de mer et qu'elle se dilue comme ça au fur et à mesure. Donc si on ne peut pas consommer quelque part les produits de la pêche de cette zone. Pas tous. Pas tous, en tout cas. Est-ce que, Dr Ayane, ça veut dire qu'on ne pourra pas non plus se baigner à la rivière? Parce que, par exemple, en ce moment, il fait très chaud. Et c'est une activité qu'on fait un peu quotidiennement. Est-ce que ça signifie que nos eaux de rivière sont également contaminées d'une part? Et comment, finalement, est-ce qu'on s'expose à la chlordécone? Alors, la première source d'exposition à la chlordécone, c'est par ingestion. Donc, si on consomme des aliments pollués par la molécule, donc par le chlordécone. Si on se baigne dans la rivière, on ne risque pas d'être contaminé. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est effectivement une bonne nouvelle. On va pouvoir s'adonner à cette activité, n'est-ce pas? Alors, Axel, aujourd'hui, on a parlé des produits de la pêche, notamment, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres aliments qui sont concernés par cette contamination. Quels sont-ils? Alors, je reviens d'abord sur les produits de la pêche. Il faut savoir qu'on parle de pêche en mer, mais aussi de pêche en rivière. Et il faut aussi savoir que les wassous, tant prisés, tant aimés, peuvent être en tout cas une source vraiment de contamination. Donc c'est important, quand on fait de la pêche soi-même, de s'assurer de pêcher dans une zone qui n'est pas concernée par cette contamination. J'invite tous les participants à récupérer tout à l'heure les livrets recettes qui sont derrière vous et où vous pourrez avoir exactement donc les espèces qui sont concernées
dans les zones d'interdiction partielle, parce qu'il y a une zone d'interdiction partielle où on peut pêcher certaines espèces, ça c'est en mer, et il y a une zone d'interdiction totale en mer. Donc vous avez tout ça dans le petit document. Et puis, comme je vous disais, en rivière, c'est dans plusieurs rivières, on évite la consommation. Au-delà de ça, effectivement, première étape, est-ce que mon sol, il est contaminé ou pas? Si mon sol est contaminé, il faut que j'ai un résultat vraiment clair. C'est ce qu'on fait à Jaffa, on vous donne la fourchette pour savoir s'il est fortement, moyennement, faiblement pollué. Donc les éléments de vigilance, quel que soit le niveau de pollution, pour être très concrète, ce sont les œufs, ce sont les poules, ce sont les cochons, les cabris, parce que ces animaux sont constamment à s'alimenter du sol. Donc ça, c'est les plus sensibles, même quand il y a très très peu de chlordécone. Et ça va être aussi ceux pour lesquels on fait attention quand on achète. Ensuite viennent ceux qui sont quand même très sensibles. Donc ce sont tous les produits qui sont dans le sol. Ça veut dire les ignames, les racines en tout genre, donc les patates douces. Quand j'achète, je vais favoriser le circuit fiable. Et puis encore, on a ceux qui sont sur le sol. Donc là, ça va encore dépendre du degré de contamination. Hein. Je prends les pincettes qu'il faut. Donc, ça peut être la canne à sucre, ça peut être le melon et la pastèque. Ce qui est aérien n'est pas concerné. Donc, vive le fruit à pain, les pois, les mangues et tout ce qui suit. Et la banane. La banane, justement, l'ironie du sort. L'ironie du sort, effectivement. C'est une bonne nouvelle, la mangue, je le note, j'adore la mangue. Alors, on a parlé des lieux de contamination, on a parlé également des produits et aliments qui sont exposés à la chlordécone. Docteur Ayane, on va parler des personnes maintenant, des personnes physiques. Que sait-on des risques d'abord pour la femme parce que c'est à la... Excusez-moi, messieurs, mais le début de la chaîne, n'est-ce pas? D'abord les femmes, ensuite les enfants et puis enfin les hommes. Qu'est-ce qu'on recherche, qu'on ne sait pas encore sur la chlordécone? Quels sont les risques finalement pour cette population? Alors, je vais aller un peu plus loin pour bien comprendre les démarches de recherche qu'il y a eu ces dernières années. Donc, comme j'ai dit au début... la molécule a été synthétisée pour la première fois dans les années 50 et assez rapidement, on a fait donc la recherche où on a identifié le risque, on dit in vitro, c'est-à-dire sur des animaux de laboratoire. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc là, on a déjà identifié le risque sur la reproduction, sur que c'est neurotoxique, que c'est un perturbateur endocrinien et que c'est cancérigène. Et donc, suite, il y a eu en 1976 cet accident à l'usine aux États-Unis où les ouvriers ont montré certains symptômes. On appelle le syndrome de Kepon, puisque c'était le nom du produit de l'insecticide utilisé aux États-Unis à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré, ces ouvriers? Ils montraient des tremblements, on a vu des troubles de la spermatogénèse, donc il y avait un effet sur les spermatozoïdes de ces hommes. Ils ont eu des troubles neurologiques, donc il y a vraiment une panoplie de symptômes qu'ils ont montrés. Ce qu'il faut savoir, ces ouvriers-là, ils étaient exposés à des doses hautement... c'est vraiment très, très concentré puisqu'ils étaient à la source. Donc aujourd'hui... là, je peux vraiment rassurer tout le monde. Il n'y a aucune personne en Guadeloupe qui a eu cette exposition-là, parce que là, c'était vraiment l'exposition directe. Et comme je dis, c'est un accident. Donc voilà, on n'est pas exposé à ce niveau-là. Et donc, suite à ces études qui ont été faites dans les années 50 et 60 et l'accident de Hopewell, donc aux États-Unis, dans l'usine de production, on s'est dirigé vers ces questions-là, puisqu'on avait déjà la notion de ce problème. Donc, la molécule, donc l'insecticide, le chlordécone, a été utilisé jusqu'à 1993 aux Antilles. Et à la fin des années 90, on a commencé à s'intéresser vraiment sur l'impact sanitaire du chlordécone. Donc, on a commencé à faire des études. Donc, il y a une première étude qui est sortie sur la fertilité masculine. On voulait savoir, est-ce que les ouvriers de la banane, donc les personnes qui travaillent dans les bananeries, avaient un impact sur leur reproduction. Et là, ça a été infirmé, donc il n'y avait pas eu d'impact, donc ça, c'était la bonne nouvelle. Ensuite, on a commencé à faire des études pour connaître le taux de contamination de la population. Donc, ça s'est enchaîné comme ça. Donc, au fur et à mesure, il y a l'étude Timoun qui est sortie. Donc, l'étude Timoun, juste un petit rappel, c'est entre 2004 et 2007, toute femme
résidant en Guadeloupe a été demandé au 3e trimestre de leur grossesse, donc à la fin de leur grossesse, de participer à cette étude afin de connaître l'impact de l'exposition au chlordécone pendant la grossesse, sur la grossesse. Donc, qu'est-ce que fait le chlordécone sur la grossesse, mais aussi avec l'enfant à naître, donc qui est en train de se développer dans le ventre de la maman. Et donc, ça fait 20 ans maintenant, on a fêté les 20 ans de l'étude Timoun. Et donc, ces enfants étaient vus à la naissance, les mamans et les enfants, et on a continué à faire le suivi de ces enfants. Donc, à 3 mois de vie, ils ont été vus, examinés, il y a des questionnaires qui ont été distribués, les prises de sang qui ont été faites, différentes choses qui ont été mesurées. Ensuite, on les a vus à 7 mois de vie, à 18 mois de vie, à 7 ans, et actuellement, l'étude Timoun est toujours en cours. On voit ces enfants qui sont des adolescents. Donc, c'est vraiment une étude exceptionnelle à échelle mondiale. Ça n'existe nulle part sur le chlordécone puisque c'est le seul territoire, les Antilles, donc françaises, Guadeloupe et Martinique, qui ont été exposés. C'est pour ça qu'on peut faire cette étude afin de connaître vraiment l'impact du chlordécone. Juste pour vous dire qu'on a eu beaucoup de données. Donc, on sait beaucoup de choses maintenant sur l'impact. Pendant la grossesse, il y a un risque. Donc, les études ont montré qu'il y a un risque de prématurité. Donc, la durée de grossesse peut être diminuée chez certaines femmes qui ont une certaine exposition au chlordécone. Chez les enfants, on a identifié certains troubles du neurodéveloppement, des troubles de la motricité fine, de la vision et aussi un impact sur les hormones, en fait, les différentes hormones. Et les hommes, on avait dit en dernier. Donc, comme je dis sur les hommes, on en a beaucoup entendu parler cancer de la prostate. Malheureusement, en Guadeloupe et en Martinique, en termes de chiffres, on a le numéro 1. On sait que le chlordécone joue un rôle dans le développement du cancer de la prostate. Et actuellement, il y a encore des études en cours. On s'intéresse à la fertilité féminine. Les études, il y a l'étude Caru Fertile qui vient tout juste de commencer afin de connaître l'impact du chlordécone sur la fertilité féminine. Et voilà, donc on travaille. Alors pour finir sur une note positive, quand on sait qu'on est contaminé, en ayant fait ce qu'il faut, et on va le voir avec Marie-Laure Amétis tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour se décontaminer? Alors c'est très simple. Le corps fait le travail. Donc, il peut se décontaminer spontanément tout seul s'il n'y a pas une nouvelle exposition. Donc, ça, c'est le message clé. Donc, si on commence à faire attention avec les conseils que vous allez avoir au fur et à mesure lors de cette journée, donc on sait si on évite l'exposition, le corps peut diminuer ou se débarrasser de la molécule, donc la moitié de la concentration présente dans le corps à cet instant-là, ça prend à peu près 6 mois. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment l'information à retenir. Le corps a cette capacité s'il n'y a pas une nouvelle exposition à l'insecticide, à la molécule. Eh bien voilà, une bonne première partie sur laquelle j'espère vous avez pu avoir des informations clés. On l'a dit, sur les lieux déjà de contamination, sur les risques qui existent à la fois pour la femme, l'enfant et pour l'homme. Et enfin, une bonne note de savoir que finalement, on est autonome sur notre décontamination et que ça intervient seul. On va poursuivre avec cette fois-ci un petit point sur la chlordéconomie avec Marie-Laure Amétis. Merci, Dr Ayane. Alors, juste en attendant que Marie-Laure nous rejoigne, peut-être Dr Ayane, si vous avez des questions dans l'assistance, eh bien c'est maintenant pour le docteur, si vous avez des choses à approfondir. Voilà, docteur, je voudrais savoir, lorsque on fait ses courses, est-ce qu'on est certain du suivi des aliments que nous achetons, fruits, légumes et viande, puisque vous avez parlé de la viande de porc notamment. Alors, si je fais mes courses au supermarché, est-ce que je suis certaine que tout a été contrôlé? Merci. Alors, depuis début des années 2000, fin 90, les autorités sanitaires ont mis en place des systèmes ou des actions afin de limiter l'exposition de la population à la chlordécone.
Donc, en effet, il y a un circuit contrôlé qui concerne les agriculteurs professionnels, les pêcheurs professionnels, les primeurs, le supermarché, même le comme vous allez manger au restaurant, les restaurateurs se procurent des aliments qui sont contrôlés. Donc, quand on fait ses courses dans le supermarché, au marché de toutes les communes, hein, on peut être sûr que ce sont des aliments contrôlés. Donc, ce qu'il faut éviter, acheter au bord de la route ou de provenance incertaine. Oui. Alors, pour continuer sur cette information-là, d'autant plus ce qui passe à l'abattoir est assez contrôlé. Il y a plusieurs niveaux de contrôle. Il y a un contrôle à l'abattoir et il y a le contrôle des services de l'État sur les étals. Donc ces informations-là, on les diffuse. Il y a de plus en plus de contrôles. Après, on ne peut pas mettre une personne derrière chaque vendeur. Ce serait aussi une société dont on n'a pas forcément envie, un surcontrôle. Mais c'est vrai que c'est très important qu'il y ait une traçabilité. Aujourd'hui, vous avez Mossotella qui est en bas, qui est un label justement qui travaille à rendre visibles les produits sans pesticides. Et donc, vous pourrez aller leur poser la question. Ça, c'est pour les agriculteurs qui s'engagent justement même au-delà. Il faut quand même savoir qu'en France et en Europe, il y a une limite maximale de résidus. Ça ne concerne pas que la chlordécone. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une petite quantité de résidus de pesticides qui est acceptable. Ça dépasse le champ de la chlordécone. C'est le système dans lequel on est actuellement, c'est de se dire qu'à petite dose, on peut en trouver. C'est pas du zéro chlordécone. Des traces peuvent subsister. D'accord ? Ça va ? Oui. Pour des personnes qui viennent aux Antilles pendant 1 ou 2 mois, est-ce qu'ils sont susceptibles d'être contaminés ? Tout le monde peut être contaminé. Donc aujourd'hui, c'est comment dire ? Alors, hier vous avez fait une prise de sang, vous avez fait une chlordéconémie, vous avez 0 chlordécone dans le sang. Le soir, vous mangez un poisson contaminé, vous faites la prise de sang juste après et vous pouvez retrouver du chlordécone dans le sang. Donc tout touriste qui vient ici peut principalement avoir la même source d'exposition comme les habitants de la Guadeloupe. Après, il faut savoir, il y a la différence entre le touriste qui vient passer 2 semaines ici et qui a peut-être une exposition ponctuelle et un habitant qui a une exposition en continu. Donc, il y a des études qui ont été faites à ce sujet aussi. On voit vraiment le pic de contamination et après, ça diminue avec la décontamination spontanée dont je parlais tout à l'heure. Mais si on est exposé en continu, ça monte. Et après, ça arrive à un plafond, on le garde un certain temps et qui commence juste à diminuer au moment quand on arrête d'être exposé via son alimentation. Non, parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux, par exemple, les touristes, pour les citer, ils demandent souvent où est-ce qu'ils peuvent acheter les produits et régulièrement on répond il faut aller sur les bords de route, dans les petits marchés, etc. Et je pense qu'il y a un gros effort de communication à ce sujet-là parce qu'ils ne sont vraiment pas au courant de cette situation. Oui. Non, vous avez raison. Peut-être Madame Beignet veut intervenir sur ce sujet, mais j'ai envie de dire les touristes ils doivent acheter là où les habitants de la Guadeloupe doivent acheter. Voilà. Il n'y a pas de différence à faire. Mais justement, éviter tout ce qui est au bord de route où on n'a pas de connaissance de l'origine, en fait. C'est ça. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que l'aliment est susceptible d'être contaminé ? On a parlé des racines, tout ce qui est tubercules, qui sont proches des sols et peuvent être contaminés, mais aussi les œufs qu'on achète, parce que si la poule vient à manger dans la terre qui est contaminée par le chlordécone, ou le cochon qui est dans la boue et qui est contaminé, voilà, la viande peut être contaminée pareillement. Donc, c'est exactement le même conseil à faire à tout le monde, en fait. Là, l'enjeu, ça va être d'identifier qu'est-ce qui est marché, on va dire, contrôlé, fiable, et bord de route. Et la vigilance, c'est vrai, c'est sur les bords de route, vraiment. C'est vrai qu'à l'œil, c'est pas évident. Mais les marchés, eux, sont contrôlés. Il existe pour les chanceux qui habitent dans la zone de Baïf, même des marchés de producteurs
Pour rentrer dans ce marché-là, faut montrer patte blanche, ça veut dire qu'il faut montrer son analyse chlordécone. Donc il y a quand même des producteurs qui s'organisent comme ça, mais je vous rejoins tout à fait, il manque encore plus de visibilité, c'est ce qu'essaye de faire le label, pour bien identifier le formel de l'informel, parce qu'on sait que justement c'est quand même très difficile à l'œil nu. Et c'est tout l'intérêt du travail que fait Mossotella. C'est vrai. Merci mesdames, merci. Ah, madame, une dernière question? Oui. Je voudrais savoir s'il y a des risques de contamination. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des risques de contamination au niveau de l'eau, mais surtout l'eau qui est en bouteille? Alors, je profite de votre question parce que nous sommes au Gosier. Juste avant de répondre à votre question, pour vous parler des eaux de source de bord de route, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a beaucoup de personnes qui s'approvisionnent pendant les coupures d'eau, des eaux de source de bord de route qu'on peut trouver ici, je pense à Poussette, et dans d'autres endroits. C'est vraiment un approvisionnement qui est risqué, je vais le dire comme ça, pour la chlordécone, mais aussi pour beaucoup d'autres polluants. Donc, pour les chanceux qui sont dans le groupe de Yemoja, mais aussi pour d'autres, vous inquiétez pas, on vous fera passer l'information. Vous pouvez trouver dans ces sources de bord de route de nombreux polluants, y compris des pesticides qui sont plus du tout utilisés. On parle aussi d'hydrocarbures. Donc, je voulais vraiment avoir un point de vigilance sur ces sources. On a l'impression, on se dit comme avant, l'eau de source, elle est bonne. Il y en a qui me disent, ils prennent la source en haut à Saint-Claude. Non, non, non. Il y a non seulement des risques au niveau bactéries, mais il y a aussi des fois justement des sources de pollution hydrocarbures. Pour l'eau en bouteille, elle est soumise à la réglementation. Donc, comme toutes les autres eaux du territoire, il y a une réglementation et ils sont obligés, bien entendu, de respecter les normes sanitaires. Et il faut savoir que certains ont dû s'équiper en filtre à charbon actif pour garantir justement de vous donner une eau en bouteille qui est saine et contrôlée. Donc là, c'est soumis à contrôle, comme toutes les eaux de France et de Navarre. Voilà. Ça répond à votre question? Merci. Eh bien, c'est parfait. On va poursuivre avec... merci, docteur Ayane, merci. On va poursuivre avec Marie-Laura Métis, qui va nous rejoindre tout de suite. On va pouvoir parler ensemble de chlordéconémie. Voilà. Bonjour, Marie-Laura. Eh bien, on va faire exactement comme pour le docteur Ayane. Et on va commencer par une présentation. Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, bonjour à tous. Je suis Marie-Laura Métis, je suis sage-femme et depuis peu, je suis aussi coordinatrice de parcours au GIP Raspeg et je suis référente du dispositif spécifique régional en périnatalité. Alors, c'est beaucoup de mots, mais c'est tout simplement pour dire que mon rôle est d'accompagner les professionnels de santé de la périnatalité et les femmes enceintes et les familles du département sur différents programmes. En gros, notre rôle au niveau du DSR, c'est d'être un expert auprès de l'ARS sur les questions de périnatalité. Et donc, l'ARS nous a confié une mission en particulier, c'est d'accompagner les femmes enceintes de Guadeloupe dans le dispositif de la chlordéconémie. Parfait. Maintenant, moins de mots, c'est bon, on a tout. Alors justement, on a parlé tout à l'heure avec le docteur Ayane de la décontamination, mais reprenons un peu le problème un peu plus loin. Comment est-ce qu'on sait justement qu'on est contaminé par la chlordécone? Comment faire pour le savoir? Alors, pour connaître son niveau d'exposition, alors je peux pas utiliser le terme de contamination par rapport à la chlordéconémie, mais vraiment pour connaître son niveau d'exposition, il faut simplement faire une prise de sang. Cette prise de sang, c'est une image à l'instant T. C'est comme si on faisait une photographie de vous à ce moment-là et qu'on vous dit si oui ou non vous êtes exposé à la chlordécone. Le docteur Ayane a expliqué tout à l'heure qu'on pouvait se décontaminer et effectivement, la prise de sang va me dire si dans la fenêtre de 2 à 3 ans dans laquelle je suis, j'ai été à un moment donné exposé à la chlordécone. Ça ne me dira pas si c'était une exposition une fois, ça ne me dira pas si je m'expose régulièrement, mais ça me permettra de savoir où j'en suis à l'heure actuelle et justement de pouvoir mettre en place des actions pour arrêter d'être exposé.
Donc vous l'avez dit, hein, votre rôle à vous au sein du GIPRASEG, c'est justement d'accompagner les femmes enceintes notamment sur la chlordéconémie. Pourquoi est-ce qu'une attention particulière pour cette population, pour les femmes enceintes, et à quoi est-ce que ça va leur servir, cette chlordéconémie? Alors, il était important d'avoir cette attention particulière sur les femmes enceintes parce que, premièrement, la grossesse, c'est mine de rien une période qui est relativement courte pendant la vie d'une femme, mais c'est une période où on a envie de faire des changements. C'est une période qui va de toute façon changer la vie de chacune et de chacun, je pense au papa également, et où on est prêt à faire des changements. Et ensuite, la chlordécone, donc l'exposition à la chlordécone peut avoir des effets sur la santé de la femme et de son enfant, et il est important qu'elle ait ces informations-là. Une femme exposée à la chlordécone a plus de risques d'accoucher prématurément, par exemple. Un bébé qui a été exposé in utero par la chlordécone a plus de risques de naître petit, plus petit à la naissance, de développer des troubles au niveau hormonal, au niveau du neurocomportement. Donc il y a quand même des risques. Et le but aujourd'hui, c'est d'expliquer ces risques, que les femmes enceintes de Guadeloupe soient au courant et qu'elles soient en capacité de prendre des décisions par rapport à ça. On a d'ailleurs des femmes enceintes avec nous. Quel accompagnement est-ce que vous leur proposez à ces femmes enceintes? Alors l'idée pour les femmes enceintes, c'est qu'elles puissent avoir leur chlordéconémie si elles le souhaitent, mais ce n'est pas une obligation dans ce qu'on va leur proposer en termes d'accompagnement. L'accompagnement qu'on leur propose est vraiment au niveau de l'alimentation. Donc, comme vous le savez, on s'expose par ce qu'on mange. Et donc, ce qu'on propose aux femmes enceintes, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une consultation de diététique, donc avec une diététicienne, à leur rythme, c'est-à-dire soit au cabinet de la diététicienne, soit en téléconsultation, soit à leur domicile. C'est une consultation qui va durer 1 heure et qui va leur permettre, en fait, de faire un point. Par rapport à ce qu'elles mangent habituellement. Est-ce qu'elles sont végétariennes, végétaliennes? Est-ce qu'elles mangent à l'extérieur? Est-ce qu'elles font plutôt des plats cuisinés? Est-ce qu'elles mangent des produits de leur jardin? L'idée, c'est de faire le point avec elles sur comment bien manger en sécurité de manière générale, aussi pendant la grossesse, parce qu'il y a aussi des particularités chez nos femmes enceintes en Guadeloupe. On trouve plus de diabète, plus d'obésité, plus d'hypertension, et ça a aussi un lien avec l'alimentation. Et enfin, l'idée, c'est aussi de leur parler de polluants, mais pas que. C'est vraiment une consultation qui est très généraliste. Et à côté de ça, on leur propose aussi un atelier collectif, donc qui est co-animé par une sage-femme et une diététicienne. Cet atelier-là est vraiment plus centré sur la chlordécone. Donc, on va vraiment prendre le temps avec elles ensuite de leur expliquer ce qu'est la chlordécone, comment la pollution existe en Guadeloupe, concrètement, que faire pour se protéger. On leur explique aussi les risques. Et puis, ça nous permet de donner des messages importants pour les femmes enceintes. Premièrement, vous pouvez vous protéger. Et deuxièmement, une fois que vous aurez accouché, vous pourrez allaiter si vous le souhaitez. Parce qu'il y a aussi la question de l'allaitement. Est-ce que maintenant que je suis exposée, est-ce que je vais pouvoir allaiter mon bébé? Et la réponse est oui. Et il faut qu'elles l'entendent et il faut qu'on soit capable de leur expliquer pourquoi. Et on leur explique vraiment qu'en fait, il y a des études qui ont été faites, en Guadeloupe en particulier, qui ont montré qu'on peut allaiter sans danger son enfant, même quand on est exposé à la chlordécone. Donc, c'était vraiment important qu'elles aient cette information-là, d'une part, et d'autre part, que les personnes qui les accompagnent au quotidien, donc les sages-femmes, les gynécologues, les médecins, enfin, tous les professionnels qui vont graviter autour d'elles, aient aussi cette information. Donc, c'est aussi notre rôle au niveau du DSR de permettre aux professionnels d'avoir accès à ces informations. Et si la femme enceinte n'arrive pas jusqu'à nous, au moins que le professionnel qu'elle verra pourra leur donner la base des informations et nous les adresser si le cas échéant. Alors justement, comment est-ce qu'elles ont accès à ces ateliers, à ces informations? Vers qui se tourner? Est-ce que c'est gratuit? Alors, c'est gratuit, heureusement. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes. La seule chose qu'on demande aux femmes pour accéder à ce programme, c'est premièrement d'être enceinte, puisque accompagnement des femmes enceintes, logique, et d'habiter en Guadeloupe. À partir de là, c'est gratuit. Elles peuvent avoir accès directement au programme en nous contactant. Donc, il faut contacter le GIPRASPEG au 05 90 47 17 00. Ou alors, elles ont accès par leur professionnel de santé qui va soit donner le numéro, soit nous les envoyer directement. Puisque l'idée aussi qu'on a eue en informant de manière très appuyée les professionnels de santé, on continue d'ailleurs, c'est qu'ils aient l'information et qu'ils fassent ce qui leur paraît le mieux pour leurs patientes et avec leurs patientes. Donc, on a des professionnels qui vont décider tout simplement d'informer les patientes et de nous envoyer les numéros de téléphone. Et c'est à nous de prendre notre téléphone et de les appeler. Et ça nous va très bien. Et puis, on a aussi les patientes qui vont, elles, directement faire la démarche. Et on a eu plusieurs points d'approche. On a eu l'occasion de faire des flyers pour informer les patientes. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, dès qu'une femme enceinte fait sa chlordéconémie en Guadeloupe,
Nous, on récupère les résultats via l'ARS et avec ces résultats, il y a les coordonnées et on a pris en tout cas le parti d'appeler toutes les femmes enceintes qui ont fait une chlordéconomie pour leur expliquer ce qu'est ce programme et si elles souhaitent y participer, tant mieux. Si elles ne souhaitent pas, au moins, elles auront une information et elles pourront revenir vers nous dans le temps qui leur sera nécessaire, en tout cas si elles le souhaitent, dès qu'elles le voudront. Alors, on avait parlé des femmes enceintes, mais j'imagine aussi dans la boucle les jeunes enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est spécifique pour eux en termes d'accompagnement également ? Alors, pour l'instant, on n'a pas d'accompagnement précis pour les jeunes enfants. La stratégie de l'ARS, pour l'instant, a été vraiment de se focaliser sur les parents en disant qu'à partir du moment où un adulte est exposé, son enfant est exposé. Et à partir du moment où un adulte est informé, son enfant sera informé et va finir par acquérir les bons gestes. Ça, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Je pense qu'il est évident à un moment, peut-être que les choses vont évoluer, peut-être qu'on va proposer quelque chose de différent dans les écoles, etc. Ce sera peut-être pas mon rôle, mais quoi qu'il en soit, le but ultime de ces programmes, c'est qu'on arrive à des générations sans chlordécone, que malgré le fait que nos terres soient polluées, on espère qu'elles vont finir par se décontaminer, certes, mais qu'on n'a pas envie d'attendre cette centaine d'années éventuellement de décontamination pour que les populations soient complètement protégées. Et de toucher les femmes enceintes et de toucher les familles à ce moment-là où, comme on disait au début, elles sont prêtes à faire des changements et à adopter des nouveaux comportements, ça va peut-être nous permettre aussi que finalement ces enfants qui arrivent ne soient jamais en contact avec la chlordécone et c'est le vœu pieux en tout cas que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Laure Amétis. Alors on est en direct également sur Facebook et YouTube ce matin. Donc c'est très bien qu'on puisse avoir ces informations qui soient plus largement partagées, puisque j'imagine qu'il y a un pourcentage de femmes enceintes aujourd'hui qui ne sont tout simplement pas au courant qu'elles ont accès à ce type de programme. Alors si vous avez des questions, mesdames, messieurs, c'est le moment pour Marie-Laure sur peut-être les femmes enceintes ont des questions? Non? Tout est clair? Elle a tout dit. Ah, ça c'est bien. On veut bien le retour. Bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai participé à l'atelier destiné aux femmes enceintes. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que je n'avais aucune idée déjà que ce programme existait et puis des conséquences et impacts de la chlordécone sur les femmes enceintes, l'allaitement, les bébés. Donc, c'est vraiment un atelier qui m'a permis de faire le point sur la façon dont je consommais. Donc, du coup, j'ai changé ma façon de consommer. Je ne consomme que bio. Maintenant, je fais extrêmement attention. Et quand je ne trouve pas ce qui est nécessaire en magasin bio, je me rapproche également de, pour ne pas citer, Carrefour d'Estrélan pour avoir consommé les produits de Mossetella. Donc, je fais extrêmement attention à ce que je consomme et à la provenance des produits que je consomme. J'ai également fait l'examen de la chlordéconomie. J'attends encore les résultats puisque c'est long. Ça, il faut le savoir. Je crois que ça prend 2 mois pour avoir les résultats. Alors, des fois, c'est plus rapide, mais il est vrai qu'à un moment, on a eu du retard avec l'Institut Pasteur au niveau des résultats, donc des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Souvent, généralement, en 1 mois, on les a. En tout cas, mais ça va arriver. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est une très belle initiative que je salue et j'invite vraiment toutes les femmes enceintes à se rapprocher d'eux pour pouvoir participer aux ateliers et à s'intéresser des conséquences et de l'impact de la chlordécone sur la grossesse, sur l'allaitement et sur les bébés. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a accès aux questions peut-être sur les réseaux. Est-ce qu'il y en a Voilà, pas encore. Très bien. Quelqu'un d'autre? Une question peut-être? Je crois que Marie-Laure a été hyper claire. Merci, efficace, oui. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci. Avec plaisir. Pour cette partie chlordéconomie. On retiendra donc qu'on peut se rapprocher du JPRAPSEG pour toute cette partie accompagnement, information, sensibilisation autour de la chlordécone et surtout destinée aux femmes enceintes. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est le message qu'on aura à passer. C'est bien ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, il y a normalement 5000 accouchements par an en Guadeloupe environ. Donc, si on pouvait avoir 5000 femmes enceintes accompagnées, j'en serais très heureuse. Très bien. Alors, on va passer à la partie manger, le métier de bouche. Merci, Marie-Laure. On va passer à la partie...
Alors oui, juste pour vous rappeler que les expertes qui sont avec nous ce matin sont également en bas, chacune à leur stand pour des entretiens individuels, si toutefois vous en avez besoin. Alors on va passer à la partie manger local. Manger, c'est ce qui nous intéresse finalement, être locavore, un peu plus en tout cas pour nous et pour nos enfants. Et on va pour cela accueillir Eurydice Cousseau qui va un peu nous parler des bienfaits de manger local, comment bien le faire, comment bien consommer local aujourd'hui avec toutes les informations qu'on a recueillies depuis ce matin. Eurydice, bonjour. Alors, même procédé que pour toutes nos invités ce matin. Eurydice, qui êtes-vous et que faites-vous ? Alors, je suis Eurydice Cousseau, je suis diététicienne nutritionniste et je participe au programme mis en place par le JPRASPEG dans l'accompagnement des femmes enceintes dans le dispositif de la chlordéconémie. Parfait. Alors, alimentation locale, en l'occurrence, quels sont les avantages de manger local aujourd'hui ? Eh bien, alors, un des premiers avantages, c'est que au final, on va récolter l'aliment, alors on va parler plus des fruits et légumes, mais on va le récolter à maturité. Donc il a le temps de développer ses nutriments, donc il va être plus riche en vitamines et en minéraux. De la même façon, le fait qu'il n'ait pas un grand temps de trajet, il est aussi plus frais, donc il a quand même une meilleure qualité nutritionnelle. Le fait qu'on sache d'où il vient, c'est une meilleure traçabilité, donc on a un aliment de qualité. Dans le même esprit, le fait qu'il n'y ait pas de temps de trajet trop long entre la terre et l'assiette, eh bien, on peut quand même imaginer qu'il n'y a pas d'additifs de conservation dedans. Donc, et on le sait, les additifs sont pas très bons pour notre santé. Voilà. Le fait aussi que les agriculteurs soient quand même conscients de tout ce scandale qu'il y a eu pour la chlordécone, on peut espérer qu'il y ait aussi moins de pesticides, moins de produits chimiques nocifs pour la santé qui soient mis dans les produits. Donc tout ça fait que l'aliment est quand même de meilleure qualité pour nous et pour notre santé. Après, il y a le point sur l'environnement, hein, le fait que on diminue l'empreinte carbone. C'est une bonne santé environnementale, donc une bonne santé pour nous aussi. Et puis, enfin, ça permet, c'est hors sujet, mais ça permet de soutenir l'économie locale et c'est pas négligeable. C'est important, hein, bien évidemment. Ça fait partie des grands avantages, n'est-ce pas ? Alors, on parlait des femmes enceintes tout à l'heure et de l'alimentation locale. Madame, d'ailleurs, nous a dit qu'elle avait amélioré son alimentation et surtout les sources chez qui elle se procurait ces aliments. On a parlé du poisson. Tout d'abord, à quoi est-ce que la femme enceinte doit particulièrement faire attention sur la consommation de certains aliments comme le poisson ? Alors, pour le poisson, pour la femme enceinte, mais comme pour tout le monde, il est interdit de consommer les poissons de rivière et les poissons des zones côtières qui sont contaminés. Donc il faut plutôt privilégier les poissons des eaux profondes. Cela dit, la Fédération de pêche de Guadeloupe a mis en place un label qui permet la traçabilité et donc le fait de contrôler qu'il n'y a pas de niveau de chlordéconémie trop important ou dangereux pour la santé. Et en l'occurrence, ça distingue les pêcheurs qui s'engagent à pêcher hors des zones contaminées. Donc ce label est intéressant. C'est, je crois, un petit macaron jaune, mais en tout cas, vous pouvez en parler avec votre poissonnier. Donc pour avoir cette information. Et plus spécifiquement par rapport à la femme enceinte, on le sait, il ne faut pas manger de poisson cru. Bon, en l'occurrence, il ne faut pas manger beaucoup de choses crues, puisqu'on n'a pas le droit de fromage au lait cru, on n'a pas le droit de viande crue. Et puis même les crudités, les légumes, etc., c'est mieux de les rincer à l'eau vinaigrée. Donc ça, c'est la spécificité des femmes enceintes. Et puis après, pour le reste des aliments, si vous utilisez un circuit contrôlé, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment d'interdiction. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que ça peut être bien de bien laver les racines ou les légumes, etc., de bien les laver, de bien les éplucher généreusement. Et puis, il y avait quelque chose que je voulais ajouter, et du coup, j'ai tout noté pour pas oublier. C'est qu'effectivement, si vous passez par un circuit contrôlé, ça veut dire agriculteurs, professionnels de la pêche, supermarchés et marchés, il n'y a pas de risque. Et dans les marchés, il y a quelques marchés, je sais que moi, dans ma commune, les maires ont demandé à ce que les étals soient contrôlés. Donc c'est le cas au Moule, je crois que c'est le cas à Baïf, et donc il y en a peut-être d'autres, mais je les connais pas tous. Mais du coup, vous pouvez vous renseigner auprès de votre commune pour savoir si les produits vendus sur le marché ont été contrôlés. Donc ça veut bien dire que nos féculents locaux, on peut user, en abuser.
Alors attention avec abuser, je suis quand même diététicienne. Donc, on le sait, malheureusement, les racines sont les produits les plus à risque, mais voilà, comme je viens de le dire, à partir du moment où on est dans un circuit contrôlé, il n'y a pas de problème. Mais je voulais effectivement rappeler que le côté à volonté, abusé et tout, non, non, non. 52% de la population quand même en Guadeloupe est en surpoids et en obésité. Donc il faut contrôler la quantité de ce qu'on mange. En fait, les féculents, c'est à chaque repas. Donc matin, midi, soir, il n'y a pas de problème. Mais un petit quart dans l'assiette, c'est suffisant. Et je sais qu'on a tendance à mettre l'assiette de riz, les haricots rouges par-dessus et tout ça. Donc faites attention à la quantité. Tout va dépendre, bien entendu, de votre dépense physique. C'est sûr que si vous faites beaucoup de sport, il faut un peu plus de féculents. Mais dans tous les cas, oui, pas à volonté. Moi, j'aime bien dire un peu, de tout, mais un tout petit peu. Bon, eh bien, on va noter ça. Plus de purée de patates douces, plus de riz haricots rouges. Ah, j'ai pas dit plus, hein. Non, mais en tout cas, pas que ça. Voilà, pas que ça. Non, pas que ça dans l'assiette. En fait, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un peu de féculents dans l'assiette et de l'associer à des légumes parce que ça va vous caler. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on retrouve, c'est oui, mais je vais avoir faim, etc. Et donc, si vous ajoutez des légumes, vous ajoutez des fibres. Et donc, dans ce cas-là, vous serez vraiment calé. Et si vous faites le test de ne manger que des féculents le midi, écoutez votre corps et vos sensations, vous risquez d'être très fatigué, d'avoir envie de dormir. Parce qu'en fait, les glucides, ça fatigue. Alors que si vous mangez des légumes, avec ces glucides-là, si vous mangez des légumes, vous allez avoir les vitamines, les minéraux, et vous allez avoir des fibres qui, contrairement à ce qu'on peut croire, vont vous caler bien plus longtemps dans la journée. Et du coup, si je peux me permettre, attention aux fritures, aux plats en sauce, attention aux jus et aux sodas, et puis aux produits industriels. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'additifs dans les produits industriels, et ça, femme enceinte ou pas, sincèrement, c'est quelque chose que je vous conseille de vraiment, justement, de consommer local, frais, et de faire du fait maison. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur consommer local, sur les féculents, sur toutes ces informations, il y a un stand Mossotella qui est en bas et qui se veut être vraiment gage de qualité. Voilà, c'est leur combat. Axel, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer de ne pas me contaminer si j'ai décidé d'avoir mon petit jardin créole à la maison? Quelles sont les démarches, les étapes? Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai mon jardin, je peux faire une demande d'analyse de sol auprès du programme JAFA pour m'assurer qu'il n'y ait pas de chlordécone. Après, ce qu'on dit aux gens dès qu'ils nous contactent, c'est qu'ils peuvent déjà consommer et planter tout ce qui est aubergines, piments. En fait, on a tendance à focaliser notre énergie sur les produits sensibles, alors que les pois pays, le fruit à pain, comme je disais, même les maracujas, tout ça n'est pas sensible, la banane. Donc, on peut déjà faire son potager et on peut continuer à en manger. Après, nous, on arrive avec les résultats et on vous lâche pas les résultats comme ça. Les résultats, c'est le début d'une façon de cultiver qui est différente. Mais c'est toujours le maintien du potager qui est fondamental parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les habitudes de consommation locale, elles sont quand même hyper intéressantes, justement, d'un point de vue nutritif. C'est pas... quand nous, on trouve que, et c'est vrai, je pense que Eurydice va dans ce sens-là, justement, consommer du fait maison, c'est beaucoup plus intéressant que de se tourner vers des solutions industrielles. Elle nous l'a bien expliqué. Donc, on maintient ça. Et donc, j'ai un collègue qui vient, si bien sûr le foyer l'accepte, pour faire une session, un entretien qui peut durer 30 minutes à 1 heure, pour faire le point sur qu'est-ce qu'ils ont dans leur jardin et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire autrement. Donc, planter en bac s'ils font de la laitue, comment ils peuvent mettre en œuvre un poulailler qui soit acceptable pour eux aussi, parce qu'on n'aime pas trop enfermer les poules en Guadeloupe, parce que c'est vrai que si on a des poules, par exemple, elles se décontaminent en fait, les poules. C'est vrai que la poule, elle se contamine en picorant du sol, elle fait des œufs qui peuvent être très chargés en chlordécone, mais tout autant, si on la met hors sol, elle se décontamine et au bout de 2 mois, on peut consommer. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont accessibles et qui sont gratuites qu'on propose. Voilà. Et puis toujours, ma petite vigilance sur les eaux de source qui ne sont pas, on va dire, des eaux en bouteille ou qui ne sont pas, parce qu'à la maison, vous pouvez aussi avoir votre petit système de filtration au charbon actif, voilà, mais évitez vraiment les sources d'approvisionnement. Et c'est très intéressant, des sources d'approvisionnement comme ça non fiables, je devrais dire. C'est très intéressant ce que Eurydice a dit pour l'épluchage gras. Il y a des gens qui nous disent, bon voilà, on m'a donné des ignames, j'ai pas envie de les jeter. Donc en cas de doute, qu'est-ce que je fais ?
Et c'est vrai que le don, en Guadeloupe, c'est important. Ça fait partie de notre façon d'être ensemble. Donc, il ne s'agit pas de psychoter. C'est aussi ce qui fait partie de notre santé, de notre plaisir, notre bonheur à manger. Enfin, c'est un plaisir de manger d'abord. Et donc, en tout cas pour moi. Et donc, il ne s'agit pas de rejeter tous les dons de man un tel, mais peut-être de voir si man un tel a fait son analyse de sol. Peut-être de se dire que du coup, j'en utiliserai pas par contre pour la purée du tout petit, ou que j'en utiliserai pas pour ma sœur qui est enceinte, et que par contre, si je veux absolument manger mes patates douces, je vais éplucher gras, donc 1/2 centimètre, pour pouvoir enlever le maximum possible le chlordécone sur quelque chose où j'ai vraiment pas d'information de traçabilité et que je veux à tout prix manger. Voilà. Alors, sur le programme Jaffa, je ne sais pas, on ne l'a pas encore dit, mais comment est-ce qu'on rentre en contact avec vous pour pour faire cette analyse de sol? Alors, j'espère que je connais mon numéro de téléphone par cœur. C'est vrai que je ne le maîtrise pas toujours, je ne m'appelle pas souvent. Mais vous pouvez d'abord aller sur le site jaffa.gp et en fait, vous pouvez entrer directement votre nom, vos informations de contact et on vous rappelle à partir de là parce qu'on va recevoir un mail. Mais vous pouvez aussi nous appeler, c'est bien ça, au 05 90 95 41 17. Et là, vous tomberez sur moi ou un de mes collègues et on fera ensemble l'enregistrement. Il faut savoir que j'ai une collègue qui est là en bas et qui est aussi disponible, qui peut enregistrer là tout de suite vos demandes d'analyse de sol. Donc auprès du stand promotion santé, on enregistre vos demandes si vous voulez qu'on analyse votre jardin. Voilà. Alors sur la partie jardin, c'est bon, mais la partie pêche, comment est-ce que je sais, puisqu'on aime bien s'adonner à la pêche en Guadeloupe, comment faire pour ne pas me contaminer si je pêche? Alors oui, tout à fait. Eurydice parlait du macaron tout à l'heure. Vous l'avez dans votre petit livret de recettes. Le macaron jaune des pêcheurs permet d'identifier les pêcheurs professionnels qui sont informés de la législation et qui s'engagent à apporter un poisson de qualité. Quand je pêche moi-même, que je suis pêcheur, donc vraiment, vous prenez aussi la page de ce même livret où vous allez sur le site titiri.gp, vous avez toutes les informations sur les zones d'interdiction de pêche et aussi sur les espèces que vous pouvez pêcher dans les zones d'interdiction partielle. Vous pouvez vraiment cliquer, on a une carte dynamique. Quand vous cliquez rivière, ça s'affiche. Quand vous cliquez mer, ça s'affiche. Vous avez tout sur titiri.gp. Eh ben c'est parfait, on va vite faire ça. Alors toujours pour Eurydice cette fois-ci, maintenant qu'on sait qu'il faut doser au niveau des féculents, qu'on doit également faire attention aux poissons que l'on va consommer, en tout cas de la zone de pêche, quels conseils pratiques pour une alimentation donc équilibrée, toujours locale, destinée à la famille? Eh bien, privilégier de fait les aliments qui poussent hors sol, donc ça veut dire les fruits et légumes et on sait que les fruits et légumes sont vraiment nécessaires pour notre santé. J'ai envie de dire d'autant plus pour les femmes enceintes, puisque j'aime bien cette phrase d'ailleurs qui est sur un des petits livrets. La femme enceinte ne doit pas manger 2 fois plus, mais 2 fois mieux, puisqu'effectivement, ce qui est important, ce n'est pas la quantité qu'elle va manger, mais effectivement la qualité des aliments pour les nutriments nécessaires au développement, au bon développement du fœtus. Donc privilégier les fruits et légumes. Faire attention donc à la provenance de tous nos produits, donc que ce soit les végétaux hors sol, proches du sol comme les courges, le giromont, ou dans le sol comme les racines ou même la cive, etc. Donc faire attention à la provenance de ces aliments-là. De la même façon pour la viande, les poissons, les produits laitiers, être sûr qu'ils ne sont pas en zone contaminée. Mais il faut savoir quand même que toutes les bêtes qui passent à l'abattoir sont contrôlées. Donc ça c'est important. Donc je me répète, mais si vous passez par un circuit contrôlé, il n'y a pas de problème. Le poisson, on l'a dit, donc interdit, voilà. Et puis enfin, tu as parlé, Axel, des sources, donc vraiment ne pas boire de l'eau de source. Et là, de la même façon, l'ARS est tenue de contrôler les eaux à destination humaine, donc ça veut dire les eaux du robinet et les eaux embouteillées. Donc de la même façon, essayez de suivre ce circuit-là. Et puis par rapport au potager, on en a parlé aussi, il faut contrôler. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Et si, juste insister sur le fait que, malgré tout, comme on en a parlé, même le docteur Ayane et puis Axel, la chlordécone s'élimine du corps. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il est jamais trop tard pour bien faire et pour se dire, tiens, si j'adaptais mon alimentation pour faire en sorte de ne pas ajouter davantage de ce toxique et puis nettoyer mon corps. Voilà.
Merci beaucoup, Eurydice. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez des questions dans l'assistance pour Eurydice, diététicienne, je le rappelle? Elle aussi, elle a été très claire, c'est ça? Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde. Merci à nos expertes du jour. Merci à vous dans l'assistance pour vos questions et puis pour votre attention particulière sur le sujet. J'espère que vous aurez retenu des choses intéressantes, des choses utiles et que vous allez changer quelques petites choses quand vous allez rentrer à la maison. N'allez pas très loin. Vous avez des stands qui sont en bas. Vous avez également Maïs Cuisine qui nous prépare l'une de ses meilleures commesses, comme elle les appelle. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour en bas. Et tout à l'heure, on se retrouve. Si vous voyez mon micro circuler devant vous, ne prenez pas peur et répondez à la question. À tout à l'heure.